Bonjour à toutes et à tous, bonjour, Sarah. Bonjour. Donc je suis content de te retrouver encore une fois sur, le réseau UAP Investigation, hein. Tu commences à être, habitué de du réseau, enfin de la chaîne aussi, hein. Mais bon, jusqu'à présent, on t'a retrouvé dans une interview avec, le professeur Friend. On t'a retrouvé aussi pour présenter ton livre qui va sortir, coécrit avec, Daniel Robin, hein, OVNI sortir du silence, donc il y a quelques jours. Mais jamais je t'ai retrouvé, pour une émission qui t'est consacrée, on va dire. Et donc moi, c'est un plaisir aujourd'hui de te retrouver encore une fois pour parler du AP forcément, hein, de NHI, comme on dit en anglais, intelligence non humaine, et donc autour d'une thématique. On avait dit que c'était, on va dire, au cœur de l'expérience avec Sarah Whitman, donc des intelligences non humaines au devoir d'humanité et plutôt ce que ça nous aspire aussi comme humilité. Ça, ce sera important aussi de le préciser par la suite, hein. Donc Sarah, pour te représenter, on va dire que, tu es avant tout, une enquêtrice de terrain. Alors, en France, mais aussi, à l'étranger. Alors, tu as enquêté aussi au Royaume-Uni, il me semble, et aux États-Unis, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Alors, parle oui, vas-y, non, je vais te laisser un petit peu parler de ton travail de terrain, si tu veux. déjà, bonjour à tous et effectivement, travail de terrain parce que, notamment, j'ai vécu des choses dans l'enfance, mais c'est surtout qu'en 2003, en fait, déjà un petit peu avant, puisque j'avais voyagé avant, j'avais été témoin, en fait, d'objets non identifiés, par exemple, au Pérou. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est que ces objets?» La guide, elle disait: «Oui, on a l'habitude de voir ces objets, en fait, qui passent au travers des montagnes». «Ah bon? L'armée est au courant? Ah bon? Ah OK, très bien». Et donc ça a commencé petit à petit comme ça à refaire surface, on va dire, dans ma vie. C'était en 1999, puis 2000, 2001, puis en Égypte et cetera. Puis ensuite, quand je suis revenue, en France, puisque je voyageais énormément à l'époque, je me déplaçais beaucoup. C'est vrai que, j'étais montée donc en 2003, au col de Vence et c'est là qu'on a fait une observation donc avec 2h45 de temps manquant et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment enquêter sur le sujet parce que je me suis dit: «Alors là, ce que j'ai vécu dans l'enfance, j'étais pas folle, en fait, c'était vrai». Moi, j'avais souvent D'accord. pensé que c'était peut-être dû à mon imagination, tu vois? Ouais, ouais, Et en ouais, je comprends. fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à enquêter et effectivement, c'est vrai qu'en 2004, j'ai rencontré donc mon mari, Oui, ça fait oui, maintenant John? 20 ans, John et c'est vrai que lui, il vient d'un endroit, dans le Wiltshire, où il y a effectivement tous les crop circles. C'est dans la contrée du Wiltshire, dans le Somerset et cetera, dans tout le sud-ouest de l'Angleterre et il est de là-bas justement. Donc du coup, forcément, j'ai tout de suite été intriguée. J'ai connu donc son beau-père qui faisait partie de la Royal Air Force, qui en a fait partie. Ouais, Et donc forcément, à ce moment-là, voilà, il m'a présenté des pilotes, j'ai pu, survoler les crop circles, j'ai pu enquêter sur le terrain, et puis c'est comme ça que c'est venu, quoi, en fait. Puis j'ai rencontré d'accord, Jacques Garnier qui a enquêté sur le col de Vence. Donc me revoilà après de retour au col de Vence, après d'accord. plusieurs années et cetera et cetera. Donc ouais, Alors j'avais ouais. essayé de partager là une petite image, mais j'y arrive pas trop. Alors je suis pas trop spécialiste de Skype, donc j'y arrive pas trop à mettre l'image de l'illustration que tu as fait du col de Vence. Alors Mais bon, alors c'est France Lasvine qui a fait cette illustration en image 3D, ouais. donc à ma demande. Est-ce Et est-ce que ça s'est affiché à un moment ou pas? oui, là, je le vois en tout cas, donc j'ai C'était vu là, la. là, ça s'est arrêté. Attends, je vais peut-être essayer de le remettre ici. Donc, Ouais. attends. Alors, c'était. Attends. Hop. Ouais, voilà. Alors, on va partager. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer. Donc là, est-ce qu'on voit un peu cette illustration? Oui, alors là, on voit donc on est, en voiture, donc là sur la droite avec, ma meilleure amie que j'ai rencontrée en 93, qui était là à ce moment-là Oui. avec moi. Et on constate donc une boule orange qui est apparue d'un seul coup, au-dessus de la montagne,
de la colline Saint-Barnabé, en fait, qui se trouve au parking Saint-Barnabé au col de Vence. Et c'est vrai D'accord. moi, je l'avais pas vu tout de suite. C'est mon ami qui me tourne le bras et qui me dit, mais regarde, regarde, mais c'est quoi ce truc? La lune était en croissant. C'était juste avant la tombée de la nuit. Elle voulait pas quitter, en fait, le col de Vence en pleine nuit, donc, parce qu'elle venait d'avoir son Oui. permis. Son Elle permis, voulait pas oui. rouler. Bon, vous pouvez le Et rouler de nuit. donc, ouais, c'est ça. Et donc, on a décidé de repartir parce que, bah, elle le sentait pas. Moi, j'étais complètement, je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce que ça fout là, quoi? Un Oui. ballon, là, un truc dans le Ouais. ciel, qui ressemble à une pleine lune, si tu veux. Mais alors, c'est pas la pleine lune, puisqu'elle est en croissant, donc rien à voir. Et puis, elle était pas tout à fait montée. Et donc, à ce moment-là, on a quitté effectivement le parking. Et c'est là que blackout complet. On n'a pas su comment on est passé du point A au point B, en fait. Comment on a passé toute cette route. C'était avant la tombée de la nuit, il était 20h30, c'était un petit peu avant le coucher du soleil, puisque c'était début mai 2003. Et, Ouais. et on se retrouve à 23h45 au point B, alors que normalement, on met 10 minutes. Allez, un quart d'heure D'accord. maximum. Normalement, tu mets 10 minutes. En plus, on avait les feux éteints. Donc, ça voudrait Ouais. dire qu'on a fait la route en pleine nuit, tu sais, dans des routes sinueuses, où tu peux te Oui, oui. prendre un arbre, prendre n'importe quoi. En fait, tu peux tomber dans le fossé si tu n'as pas d'éclairage. C'est impossible de rouler sur cette route sans éclairage. Je l'ai fait encore plusieurs fois, c'est pas possible. Et donc, comment on a fait pour arriver du point A au point B et qu'on a mis 2h45 alors qu'on met 10 minutes? C'est voilà. Et puis on a Vraiment, quoi. repris confiance donc de l'autre côté et c'est vrai que à 23h45, la boule était toujours là et elle s'est divisée en deux en fait. Et il y en a une qui a D'accord. commencé à foncer vers nous. Et là, D'accord. mon amie à côté, elle panique, elle me dit: «Oui, ferme les fenêtres!» parce qu'on avait les fenêtres à mi-ouvertes. Donc, de peur que, je sais pas, ça puisse rentrer dans la voiture. À ce moment-là, on sait pas trop comment réagir. Et donc, du coup, on a fermé les fenêtres. Et à ce moment-là, on s'est retrouvés sur une route caillouteuse, alors qu'on était censé être sur une route goudronnée. Et c'est vrai que la boule, donc, elle est très certainement passée au-dessus du toit, au-dessus de nous. Là, de nouveau, blackout, on ne se souvient de rien. Et puis, on va se retrouver garé plus bas, sur le côté droit, avec les clignotants. Et c'est le D'accord. clignotant qui va nous sortir de notre état. Et donc, à ce moment-là, on sort de la voiture un peu hébété. On ne sait pas trop ce qui s'est passé parce que c'est encore une demi-heure qui s'est produite, parce que là, il est minuit et demi quand on est en bas. Et on sort du véhicule et les deux boules sont là. On les voit clairement l'une en face de l'autre, en fait. Elles s'étaient mises l'une en face de l'autre. Et on ne s'expliquait pas du tout ce qui s'était passé. On était un petit peu en état. On était un peu dans un état second, on savait pas trop et on a repris la route, mais on disait pas un mot, en fait, on était choqués. Et 3 jours après, elle me rappelle en me disant: «Tu pas quelque chose, une marque sur le corps ou un truc?» Oui, parce que moi j'ai une un marque bleue, c'est ça? Une marque bleue, ouais, c'était ça? elle avait un point bleu, sur l'épaule qu'elle ne s'expliquait pas et qu'elle n'avait jamais eu avant, sur cette épaule, l'épaule droite. Parce que comme elle conduisait, elle était côté, conducteur et donc elle Oui, avait oui. son, tu vois, bleu là. Et moi j'étais à côté et effectivement, j'ai sur l'avant-bras, en fait, je l'ai toujours. C'est pas un point, en fait, c'est comme un triangle, c'est un triangle bleu, en fait. D'accord. Et Oui, c'est le même que le sien, exactement, pareil. Moi je l'ai toujours, il est là, on le voit. d'accord, ouais. C'est un point commun parce que moi j'ai aussi une sorte de triangle derrière l'oreille, en fait, aussi, Ah, c'est une marque qui est incrustée dans la peau, donc ouais, c'est quand même, voilà, quoi. Mais on peut retrouver, tu vois, comment ça, des invariants dans les rencontres ou dans ce qu'on pourrait appeler justement des abductions parce que d'un temps encore comme ça de 2 heures, on peut se demander: «Mais on était où, hein?» Donc est-ce que vous étiez dans la voiture? Est-ce que vous étiez ailleurs? Ça, on peut toujours se poser la question, mais on ne sait pas. Et c'est ça, on ne sait pas, hein. Voilà. non, Alors c'est pas du 2003, ça quand même, ça me fait un petit peu tilt parce qu'en 2003, moi, j'étais étudiant et une fois, j'étais parti chez un ami, peut-être à 7 ou 8 kilomètres de où habitaient mes grands-parents parce que j'étais élevé par mes grands-parents. Donc c'était le week-end, j'étais revenu, de la fac pour passer le week-end chez moi et donc dans une ville qui se situe à 7 ou 8 kilomètres, donc il était tard, donc il y avait plus de car pour rentrer, j'avais pas la voiture. Et donc, je commence à marcher, je dis: «Bon, c'est chiant parce que je vais devoir marcher longtemps, quoi» et donc dans cette ville-là qui s'appelle Montigny, il y a un passage à niveau, hein, de train
Et à un moment, je vais pour traverser le passage à niveau et je vois la barrière qui se baisse et je vois la lumière d'un train qui arrive, la nuit, hein. Donc, le train arrive et là, ébloui, une lumière, qui n'était pas celle, forcément d'un train et je me retrouve il était peut-être, on va dire, 21h et pareil, je me retrouve peut-être vers, minuit à un arrêt de bus, pas très loin de chez moi et donc, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Et à cet arrêt de bus, même très tard, il y avait une personne très, très, très étrange qui s'adresse à moi, qui me dit, «Ne t'inquiète pas, ça va aller». Je rentre chez ma grand-mère, enfin chez mes grands-parents, le lendemain, c'était le dimanche, je me lève et j'apprends qu'un de mes amis est mort en fait, qui a fait une crise cardiaque. Et c'était vraiment, enfin un des contacts les plus marquants que j'ai pu avoir, hein, avec un temps manquant assez conséquent et cette personne alors, comme j'étais dans l'expérience, j'étais tellement, comment dire? Un petit peu comme un lapin dans les phares encore, tu vois? Parce que pour moi, ça a duré vraiment une demi-seconde. Donc cette personne-là, j'ai pas trop fait attention, mais après quand on me souvient un petit peu de cette personne, je l'ai trouvé vraiment très, très étrange, en fait. Donc c'était pas un gris ou quoi que ce soit, c'était un quelqu'un d'aspect humain, quoi, on va dire. Mais donc, ça va aller. Et puis après, le lendemain, bien sûr, j'ai fait le rapprochement et c'était vraiment une expérience qui était très, 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 très étrange, hein. Alors, l'étrangeté, des rencontres rapprochées, pourra aussi en parler parce que alors, il y a beaucoup de témoins qui hésitent à témoigner sur, ce genre de choses parce que la plupart du temps, les expériences d'une étrangeté qui est quand même, assez ahurissante. Donc, alors, expliquer ça à des gens comme tu vois? Pourraient peut-être passer pour des fous, des cas psychiatriques, hein, il faut les enfermer, il faut les interner, quoi. Mais n'empêche que ce qui est vécu, c'est réel, c'est une sorte de réalité, quoi. Voilà, quoi. Alors, c'est pour ça que dans la plupart des cas relatés, alors quelqu'un qui n'a pas étudié en profondeur ces rencontres, ou alors les sceptiques, hein, diront que l'information est manquante, comme dans nos 2 expériences, hein. Donc ils ont raison dans le sens où la réalité du témoin, comme nous, est remplacée par une autre. On passe d'une réalité à une réalité qui est tout autre, en fait, hein. Alors, et On voilà, pourrait penser qu'il y a plusieurs plans de superposition voilà. ou que c'est pas forcément c'est une dimension qui interagit dans la nôtre, dans notre réalité. Effectivement, c'est complexe à Et c'est expliquer voilà quand on et l'a c'est pas là, vécu. comme disait Jacques Vallée il y a quelque temps dans Forbidden, Science, où il disait que, c'est là où en fait, ce qui est, enfin, ce qui est observé prend le dessus sur l'observation et ce qui rend en fait toute approche scientifique, très délicate en fait, hein. Alors, intelligence, réalité et physique différentes, où les témoins est soudainement immergé. C'est un peu ce qui se passe, on pourrait dire quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut alors, nous-mêmes comprendre de ce qu'on voit, de ce qu'on vit? C'est très, très, très difficile. Je pense que c'est simplement une physique qu'on ne conçoit pas encore, totalement. Je pense pas que ce soit forcément parce que c'est vrai qu'on dit que c'est parapsychologique, que c'est paranormal, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites dans les années, 50. Dès 1947, en fait, juste après, dès des années 50, il y a des expériences qui ont été faites sur tout ce qui est parapsychologique, paranormal dans des Oui, anciens, programmes au sein du Pentagone liés à ça parce que on l'appelle comme ça, mais en fin de compte, il est question d'une autre physique. Il est question peut-être de plusieurs dimensions. Si on prend la théorie des cordes, par exemple, on parle de fines cordes en fait qui vibrent, qui sont toutes interliées, interconnectées, et qui vont justement générer plusieurs plans de superposition, plusieurs dimensions supplémentaires en fait à notre réalité. Et on pourrait effectivement penser, parce que en discutant par exemple avec, parce que par rapport à mes propres expériences de quand j'étais enfant, et que je vois qu'ils peuvent, tout à coup, tu as des créatures qui rentrent dans ta chambre, oui, tu as une espèce de truc qui s'ouvre au niveau de ta chambre, ça passe à travers tes murs, ça passe à travers tes fenêtres, tes portes. Vraisemblablement, ils ne sont absolument pas impactés par notre réalité, un peu comme s'ils avaient craqué le code de notre réalité. Si on part du principe informatique, on peut l'expliquer comme ça. oui, oui, Et en discutant avec, par exemple, des remote viewers qui ont été formés par Paul Smith, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis,
c'est vrai qu'ils expliquent qu'on vivrait dans un monde informationnel, que tout serait information et qu'il y aurait des champs informationnels comme des fréquences informationnelles sur laquelle on peut cibler par exemple une fréquence, se mettre sur cette fréquence, puisqu'on parle souvent de modification de conscience. On se retrouve comme dans un état modifié de conscience, dans cet effet dose aussi, où on va se retrouver donc en dehors de notre réalité, comme dans une espèce de bulle d'espace-temps ou de non-temps, Oui, où effectivement le temps n'a plus du tout le même impact que dans notre réalité. Et d'où la notion de temps manquant, je pense aussi, que oui, c'est ça aussi. c'est de passer à quelque chose de non local peut-être, ou de non-temps, justement. Et donc, ils ont cette faculté de pouvoir voyager peut-être euh, dans ce monde informationnel. Et de ce qu'on m'avait expliqué, c'est que c'est des objets physiques qui ont la possibilité de transporter donc des êtres physiques et qui vont réussir à décoder, de se déplacer instantanément ou quasi instantanément et de se déplacer d'un point A au point B sans forcément qu'on ait vu de mouvement d'accélération ou de déplacement. C'est-à-dire à l'image de si tu prends un cadre par exemple et que tu prends un petit bonhomme qui va se déplacer du point A au point B en informatique, tu peux utiliser les flèches, tu vois, où tu vas le Oui, voir se déplacer, ouais, mais tu peux aussi rentrer un code. Et quand tu rentres le code, il va se déplacer instantanément. Tu n'auras donc pas vu le déplacement. Et à ce moment-là, oui, il y a donc cette possibilité qu'ils aient la, de rentrer un code dans notre réalité et de pouvoir passer d'un monde à l'autre. Alors, on m'a parlé aussi de temps de densification de l'objet, c'est-à-dire que l'objet, quand il rentre euh, dans notre espace-temps, dans notre la réalité, que ce réalité. soit une entité, que ce soit un être humanoïde, une créature qui rentre dans notre réalité, il y a un certain temps avant qu'elle puisse se densifier totalement dans son être physique et que c'est là que tu peux parfois avoir des résidus, tu sais, des résiduels électromagnétiques ou radioactifs, parfois même quand c'est l'objet en lui-même. Et d'où le fait de ne pas s'approcher aussi, d'après certains protocoles, de ne pas s'approcher, de faire attention, de ne pas toucher l'être en question, etc. Il y a des témoignages qui disent qu'il faut surtout pas toucher, ni toucher l'engin, parce qu'il y aurait peut-être justement ce temps d'identification et du fait qu'il appartienne à une autre physique que la nôtre, tu vois. C'est, Alors, voilà, mais c'est ce que tu dis, c'est peut-être cohérent parce que bon, moi, dès mes premières rencontres dans l'enfance, moi, tout de suite, j'ai touché. C'est-à-dire qu'en fait, alors, d'habitude, on est genre paralysé, enfin, il y a voilà, on peut pas bouger, c'est un peu on subit un petit peu l'expérience. Mais dans certains cas comme moi, ça fonctionne pas forcément. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément, cet effet de qu'on est, comment dire, figé ou des fois, ça fonctionne pas. Et donc, moi, bon, voilà. Alors, comme on est gosse, tu vois, bon, quand on a peut-être 4 ou 5 ans, on n'a pas, en fait, le filtre, de c'est dangereux ou alors c'est bien, c'est mal ou alors, tu vois, si on est encore dans le monde de l'enfance et donc c'est comme le moment où tu touches un petit peu à tout et donc moi, l'entité que j'ai vue en ce moment-là, j'ai pris sa tête comme ça et tu vois? Et ouais, 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 touché. oui, dès qu'elle est arrivée, voilà quoi, j'ai pris comme ça, la tête entre les mains comme ça. Je voulais le voir, regarder quoi. Bah, j'étais Ouais. encore comme il y a ce fameux effet dose où on est un petit peu dans voilà, dans un état qui est un peu Et particulier, tu on va avais dire, quel hein. âge à peu près? Tu avais quel J'avais âge? 4 ou 5 ans, 4 ou 5 ans, D'accord, ça, ok. ouais. Donc, bah, justement cet effet dose, donc quelquefois les choses semblent s'éloigner ou se rapprocher. Il y a comme un effet loupe ou l'effet tunnel, hein. Alors le temps semble s'écouler plus lentement ou plus rapidement dans ces expériences de contact avec ces entités, on peut dire, hein. Donc on est plongé dans une autre réalité, un autre monde, tel en fait, Dorothy dans le magicien d'Oz. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, l'effet Oz, voilà. Les doses, ouais. Mais pour mais pourtant ça n'a rien d'un conte de fées. Ça, il faut le rappeler, alors, voilà quoi. Non, c'est assez Ouais terrifiant. Parce que et c'est donc vrai que oui, quand on se retrouve face à ces créatures, en fin de compte, nous, on est habitué à l'être humain. L'être humain, on peut définir approximativement ses motivations à travers son regard, à travers sa oui, gestuelle, à travers, voilà, on a un système référentiel, en fait, là, qui est fait par rapport à l'autre être humain. Mais quand on est face à ces créatures, on ne sait rien d'elles. On est face à l'inconnu total. Donc,
il y a l'instinct d'autosurvie qui va se mettre en route automatiquement. Et donc, on va se retrouver très souvent dans un état de terreur intense aussi. C'est ça, ouais. C'est pour ça qu'en fait, vivre ces expériences lorsqu'on est en petite enfance, comme nous, on l'a vécu, c'est peut-être mieux, dans le sens où alors je disais que c'était pas un conte de fées, mais alors même lorsqu'on est enfant, je pense que notre cerveau fait la distinction entre ce qui est vécu et la dimension onirique, c'est-à-dire le tu sais, l'univers de l'enfant. Voilà. Alors c'est-à-dire que mais la plasticité du cerveau fait que l'expérience reste, semble mieux intégrée. C'est-à-dire que lorsque tu es enfant, tu as une meilleure plasticité du cerveau face à l'expérience qui permet peut-être de mieux intégrer, en fait, l'expérience et c'est ce que moi c'est un peu mon hypothèse. Tu as Alors il y a de peut-être la aussi peur. d'adaptabilité aussi à, à quelque chose, à l'inconnu, puisque tu es dans l'apprentissage permanent. Tu es là C'est ça? depuis le début, depuis que tu arrives, en fait, dès que tu nais, tu es dans cette forme d'apprentissage où on t'enseigne comment faut marcher, comment parler, comment. Donc forcément, Oui, tu es peut-être plus adaptable, on va dire, à n'importe quel type de situation. Mais ouais, ça reste quand même des expériences traumatiques. C'est pas. oui. Alors parce qu'en fait, quand on parlait de passer d'une réalité à une autre, on veut dire que cette incursion est assez brutale entre une réalité et une autre, hein. Si bien que la conscience se sent submergée quelque part et cela peut être, comme tu disais, alors soit c'est extrêmement déstabilisant, même quand tu es enfant, faut l'avouer, hein, même si tu as une meilleure plasticité du cerveau, c'est très déstabilisant, voire complètement traumatisant et ce qui est renforcé par, quelquefois le caractère très, très étrange et bizarre de l'expérience. Parce que bon, comme le disait Éric Zurcher, il y a quand même une dimension d'étrangeté qui est quand même assez considérable dans certains cas de rencontres rapprochées. Il y a clairement, c'est un petit peu lui, il parle de métalangage. Je crois que d'ailleurs tu vas, en parler, hein, Oui, oui, voilà, ouais, juste ouais, tu dis ça, il y a une forme de communication, qui est assez étrange, mais c'est cette étrangeté finalement qui va te rester, qui va t'imprégner et qui va te permettre de comprendre que tu as vécu quelque chose qui est hors réalité aussi. Parce que si c'était trop normal, si ça sortait pas de l'ordinaire, le message ne pourrait pas passer non plus. Le ouais. fait, tu vois? Et donc, je pense que s'ils veulent que le témoin soit imprégné, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu pour bien leur faire comprendre que c'est hors, réalité, mais ça nous pousse aussi à aller au-delà de nous-mêmes, à réfléchir au-delà de nous-mêmes et à nous dire: Ah, «Attends, il y a peut-être pas que la réalité 3D au final, il y a peut-être vraiment autre chose». Puisque sinon, ouais. dans ces cas-là, ça ne pourrait pas exister, par exemple. Alors ça, oui, le métalangage, donc je vais écrire là-dessus. Donc, ce que tu viens de dire là, c'est peut-être un premier élément. C'est-à-dire que le premier élément du message, c'est de nous dire, nous, en tant qu'être humain, il n'y a pas que ta réalité, celle que tu vois, celle que tu expérimentes dans la 3D comme tu dis, mais il y a sûrement d'autres réalités. Tu es en train justement de la vivre. On est en train de t'y insérer quelque part. Donc c'est peut-être aussi un premier élément de langage. Voilà. Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit, c'est, avant tout, ce qui est technologique, ce qui est, comme on pourrait dire, humanoïde dans l'expérience ou ce genre de choses. Alors que peut-être on se trompe totalement. C'est pas peut-être ça qu'il faut regarder. Il y a peut-être, quelque chose qu'il faut regarder ailleurs et donc ce langage se situe peut-être ailleurs. Alors Jacques Vallée, Jung ou d'autres, spécialistes parlaient de, comment dire? D'archétypes ou de symboles. Je pense que ces entités connaissent très, très bien nous connaissent très, très bien. Alors lorsque certaines personnes disent qu'ils nous enlèvent pour nous étudier, je pense pas que ce soit vrai parce qu'en fait, je pense qu'ils nous connaissent mieux que nous, on nous connaît nous-mêmes, on se connaît nous-mêmes, mais qu'ils connaissent très bien notre langage, 1 qui est celui des images, des archétypes et qui nous parlent avant tout avec celui-là. Mais nous, comme on ne parle pas forcément ce langage-là dans la vie de tous les jours parce que c'est le langage de l'inconscient, donc souvent on rate le coach. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent nous dire, hein. Il y a quand même des expériences qui sont quand même très, très étranges. Moi, je me souviens dans une salle de bain où une entité est devant moi comme ça, il y a les toilettes et le lavabo devant moi, où je la vois qui s'avance, qui recule, qui s'accroupit comme ça. C'était à la fois très étrange et super marrant et qui recommence ça au moins 4 ou 5 fois. Alors je me dis: «Mais il y a le lavabo, les toilettes, qu'est-ce qu'elle veut? C'est que j'aille aux toilettes?» ou j'en sais rien, tu vois? Ou elle veut faire la ou c'est la danse des canards, j'en sais pas. Mais il y a des moments comme ça qui sont quand même très, très, très étranges et à la limite du comique, quoi. Et Mais bon, comment raconter ça à des gens? c'est Voilà. C'est vrai qu'on a affaire à des êtres, qui semblent être, de toute façon d'une toute autre intelligence, qui n
fonctionnent pas du tout comme nous et qui cherchent peut-être même à s'adapter à nous pour communiquer avec nous. Oui, Il y a aussi ces phénomènes d'imitation, donc qui cherchent à imiter oui. notre façon d'être, nos attitudes, etc. humaines. Donc c'est sûr que face à l'inconnu, on n'a pas leur système référentiel puisque on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils sont réellement. Apparemment, ils sont quand même physiques puisqu'on peut les toucher des fois. Oui, Il y a aussi des marques physiques qu'on retrouve sur le corps, donc il y a bien quelque chose de physique qui s'est produit. Euh, on les voit sur des radars, hein. Les pilotes peuvent les voir apparaître, disparaître sur leur radar. Donc il y a bien quelque chose de physique, même si ça n'est pas dans notre réalité, les autres dimensions sont aussi tout aussi physiques que la nôtre, que notre réalité en fin de compte. Donc on alors peut regarde, imaginer oui, des différentes superpositions de réalités qui sont sur des plans différents, des plans de temps différents aussi, et qui parfois il y a qui interagissent avec nous, qui entrent et qui sortent de notre réalité. Alors c'est vrai qu'il y a eu pendant longtemps l'aspect, on va dire, tolé-boulon, dû à cet aspect physique justement, oui, et de s'imaginer que c'était uniquement physique, qui voyageait à travers l'espace, qui venait de la planète oui, Centauri, Tarifuli. Ouais, voilà. oui, Réticuli, etc. Tout ça. Mais qu'en fin de compte, on sait aujourd'hui qu'on peut voyager dans l'univers d'une autre façon. Il y a les prix de l'espace, il y a énormément de théories qui montrent bien qu'on n'est pas obligé de voyager dans l'espace de la façon dont on le pense. Euh, donc, Après, lorsque tu as beaucoup de rencontres, moi c'était mon cas, j'ai fait beaucoup de rencontres rapprochées, à des périodes très définies de ma vie, hein. Dans le petite enfance, c'était très récurrent, hein. Après ma première rencontre dont ça je me souviens, c'était quasiment tous les jours ensuite ou alors tout après c'est rapproché. Dans l'adolescence, pareil et puis, dans ma vie d'adulte, pareil. C'était comme des vagues, on peut un peu comparer ça aux vagues d'OVNI, tu vois? Donc peut-être que c'est un petit peu lié, oui, voilà. Après bon, au bout d'un moment, tu sais un peu reconnaître quand ça va t'arriver, tu vois? Donc on ouais. pourrait dire que voilà, tu as des signes précurseurs. Alors, tu as des perceptions d'un courant électrique dans l'épine dorsale, l'impression de déjà-vu, de présence, des malaises aussi quelquefois, hein, tu te sens pas très bien, quoi. Tu peux le capter ça et tu peux même, à bout d'un moment, essayer de comprendre un petit peu, ce métalangage et c'est pour ça que, par mes expériences, je vais écrire aussi et puis, aussi les connaissances en sémiologie, en philosophie sur le thème du métalangage. Tu peux aussi comprendre certaines choses à travers ces rencontres. C'est-à-dire que alors tu parlais de multiples dimensions, de la dimension physique. Oui, il y a aussi une dimension sensorielle parce que moi, un des premiers souvenirs que j'ai de ces rencontres-là, c'est une odeur à la fois de soufre et d'ammoniac que j'ai Pareil, retrouvée, sorte ouais, de sucre aussi, ouais. ouais, ils sentent pas très bons, nos amis, on va dire. Enfin, ouais. Mais peut-être que pour eux, on sent pas bon non plus, hein. Ouais, voilà quoi. Mais tu vois, ça, par exemple, c'est une odeur qui m'a toujours resté. J'ai jamais oublié cette odeur-là, même si j'étais très, très petit, quoi, on va dire, quoi. Et il y a aussi cette dimension physique. Et alors, au bout d'un moment, tu peux comprendre certaines choses et donc tu peux aussi être, dans une certaine mesure assez interactif avec eux. Et donc il y a toujours cette question que tu peux leur poser: «Mais vous venez de où?» Tu vois? Et Mais moi, c'est bizarre, hein. j'ai l'impression Ouais, des qu'ils fois répondent directement. alors moi, j'ai capté une information qui était d'ici et de partout. Alors, c'est pas une réponse ça, c'est tu vois, c'est un peu un truc de normand quoi, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais ouais, voilà quoi. Mais c'est toujours un petit peu comme ça, sous la forme d'un rébus. Même quand tu captes des informations dans les contacts, c'est toujours sous la forme d'une espèce d'énigme et donc je pense que ça aussi c'est un langage, de parler par énigme, c'est-à-dire de te laisser C'est aussi vrai, faire le chemin. c'est comme s'il laissait toujours planer le doute. Mais tu as raison sur l'aspect physique. Moi, je me souviens de choses vraiment de goût métallique, comme Dans un la goût de bouche aussi. métal, tu vois, dans la bouche. Et parfois aussi des saignements de nez assez récurrents, que ce soit moi ou mon frère, parce qu'on était tous les deux à vivre Oui, des choses dans l'enfance. Lui, il dormait avec une batte de baseball qui s'était fabriquée sous son lit, sous son oreiller, d'accord. en fait, parce qu'il disait qu'il y avait des gens qui venaient le chercher la nuit, qui Mmh. l'emmenaient par le toit, qui traversaient le toit et qui l'emmenaient. Moi-même, j'ai aussi eu donc des êtres qui sont arrivés, trois gris, en fait, de type gris ou fourmis. Mais au départ, ils étaient comme des médecins.
Oui, ils oui. avaient l'apparence de médecins, en fait. Peut-être parce qu'ils s'étaient adaptés au fait qu'à l'époque, je voyais souvent des médecins puisque j'avais une opération du cœur. J'avais fait une NDE aussi, Mhm. c'est-à-dire une mort imminente. Near Death Experience, comment on dit déjà en français, je sais plus. NDE, NDE. Une Attends, imminente. ah oui, oui, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Vraiment, Attends, c'est une expérience de mort imminente. EMI, Oui, voilà, c'est ça. EMI, ouais. Et en fait, c'est vrai qu'à partir de là, je pense que c'est là, en tout cas pour moi, ça a dû commencer. C'est à cause de cette expérience qui a fait peut-être que j'ai pris conscience justement de ces autres dimensions ou dimensions superposées ou quelque chose les a interpellés, qui a fait qu'ils ont commencé à venir dans ma vie. Et c'est vrai que souvent, ils avaient l'apparence de médecins, de médecins blonds, yeux bleus, mais ils avaient un visage extrêmement triangulaire, tu sais, le menton très Oui, triangulaire. Ce qui fait que j'en avais une peur bleue et que le médecin, il fallait que tous les médecins que je voyais dans ma réalité après, il fallait qu'ils aient la tête ronde. Je ne voulais aucun médecin avec une tête triangulaire. Mes parents, c'était difficile pour eux de me trouver à chaque fois. Donc le médecin oui, de famille, finalement, docteur Perry, que je salue, si... et il avait la tête ronde, lui. Donc ça allait. ouais. Et c'est vrai que il venait comme des médecins, comme s'ils s'adaptaient en fin de compte. Et puis au final, parfois, ben, ça buguait. Je voyais leurs véritables apparences Visage. qui ressemblaient plus à des espèces de le gris ou la fourmi ou voilà. Mais on Oui, voit bien qu'ils peuvent être polymorphes, même les objets, même les UAP, peuvent oui, prendre l'apparence. C'est comme s'ils se connectent un petit peu à ce qui pourrait nous rassurer ou ce qui pourrait être sembler nous rassurer, parce que des fois, je pense ils s'y prennent pas non forcément comme il faut. Parce que quand j'étais plus petite, l'un de mes souvenirs les plus, euh, on va dire les plus précis, c'est quand j'avais à peu près 4 ans. Je devais faire la sieste l'après-midi. Et à ce moment-là, j'avais un lit à barreaux, je m'en souviens, et je pouvais donc pas sortir du lit. C'était donc dans plein après-midi. J'ai Casimir qui arrive, parce qu'à l'époque, je regardais Casimir. Sauf que si c'était pour me rassurer, ben, ça n'a pas fonctionné parce que moi, j'avais peur de Casimir à la base. Donc, quand Casimir, orange, avec des grands yeux noirs, est rentré dans ma chambre, rentré tout doucement dans ma chambre, j'ai pris, j'avais aucun son dans ma bouche qui sortait. Je pouvais pas crier, j'y arrivais pas. Et donc, je me suis foutue sous mes draps. Mais à ce moment-là, j'ai réfléchi comme un enfant, on peut réfléchir, mais je me disais, mais moi, je le vois plus. Mais lui, il sait que je suis là, en fait. Il me voit ah toujours. oui, c'est clair. Oui, oui, Donc, je me oui. souviens que j'ai tout jeté, j'ai affronté, en fait, je me suis relevée. Et là, le son est sorti, j'ai hurlé. Et il a pris l'apparence d'une créature de type gris, comme ça, assez filiforme, qui est passée vite fait au travers de la fenêtre, qui était fermée en plus, donc à travers. Oui, Et donc, voilà. ma mère est arrivée en courant, elle s'en souvient, hein, elle est arrivée en courant, elle m'a rassurée, elle m'a dit qu'il n'y avait personne dans la chambre, etc., etc. Donc, des fois, ils sont pas. Soit ils voulaient me faire peur, soit s'ils voulaient me rassurer, ça n'a pas fonctionné, quoi. Oui. Il y a quand même un certain raté, on peut dire, dans leur forme de représentation, souvent. Alors, il y a quand même alors, ça peut être extrêmement terrifiant, hein, ça c'est. Alors, moi, je me souviens des expériences qui ont été clairement pour moi vraiment terrifiantes. Hein. À un moment, je ne pouvais plus dormir dans le noir la nuit. Et parce que, voilà, parce qu'il y avait Ouais. toujours cette différence entre le noir et puis cette lumière qui arrive d'un coup, qui envahit tout l'espace. Donc, moi, je ne voulais pas vivre ça. Parce qu'en fait, moi, ce que je déteste dans ces expériences-là, enfin, ce que je déteste, ce que j'aimais pas trop, c'est le fait d'être surpris. Alors, au bout d'un Mm. moment, tu es habitué au contact. Je veux dire, tu as une certaine habitude. Mais moi, la chose à laquelle je me suis jamais habitué, c'était cet effet de surprise. Me retrouver soudain dans l'expérience, ou alors devant une entité, devant une créature, devant. Et ça, c'était quelque chose que j'arrivais pas trop à intégrer, on va dire. Hein. Alors, c'est marrant, tu me parles de Casimir, parce que moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Star Wars et j'aimais bien les Ewoks. Et une des premières rencontres que j'ai faites, c'était avec des grilles, mais avec des capuches, un peu comme les Ewoks, tu sais. Ah, Mais on bon, entend souvent cette histoire de capuche ouais, ouais. aussi. Et mais bon, l'illusion n'a pas fonctionné très longtemps, dans le sens où après, tu vois un peu avec cette lumière ce qui se cache derrière la capuche, hein, et donc avec cette main qui vient pour me toucher quelque part le front.
et cette odeur très forte, d'ammoniac et de soufre et donc Mmh. voilà, donc c'est quelque part, c'est un petit peu un raté, enfin, il y a une certaine maladresse quelque part de la part de ces entités, on pourrait dire. Ouais, alors soit c'est voulu, Ouais, soit c'est vraiment, de la maladresse, soit parce que j'ai un copain que j'ai eu il y a 2 jours qui m'a rappelé l'un de ses témoignages aussi où, l'abduction a un peu raté, c'est-à-dire qu'il voulait, le choper, qu'il avait la paralysie du corps, mais que du coup la paralysie n'ayant pas fonctionné, il s'est relevé, il a essayé d'en attraper un et il a pris l'apparence d'un chien, de son chien ouais, qu'il avait beaucoup apprécié il y a plusieurs années. Parce que là, s'il avait attrapé l'un d'eux, il était très énervé, très en colère, puisque ouais, s'est fait abriter, tu vois, pendant de nombreuses années. Donc forcément, il éprouve une certaine colère à leur égard. Et donc là, s'il en avait attrapé un, il voulait littéralement c'est normal. peut-être lui faire mal, l'agresser. Et à ce moment-là, il a pris l'apparence de ce chien qu'il a toujours adoré. Et du coup, ça l'a déstabilisé forcément et ça l'a calmé d'office. Mais comme quoi, oui, ils peuvent prendre l'apparence qu'ils veulent pour essayer de changer la donne, quoi, en fait. Et j'ai Ouais, des c'est ça. témoignages comme ça, des témoins comme ça, j'en ai rencontré plein. Et à chaque fois, c'est impressionnant le nombre de témoins qui disent qu'il y a cette adaptabilité et cette forme d'imitation. Et Oui, comme s'ils lisaient dans notre conscience et qu'ils prenaient l'apparence qui nous rassure ou et qui peur nous aussi. euh, Oui, oui, oui. Bah, il y a aussi derrière tout ça, il y a une forme aussi de communication sûrement, hein. Dans ce ouais. métamorphisme aussi, il y a sûrement une forme de communication. Alors, après avec, l'expérience des contacts, je veux dire, alors moi on parlait de vagues de contact. Moi, la dernière, vague de contact que j'ai eue, c'était l'été dernier. Donc bon, c'était pas forcément très très éloigné, hein, voilà quoi. Ouais, ouais. Et donc, il y a eu transmission d'informations, transmission aussi de concepts. Donc, et c'était, alors quelquefois c'est envahissant parce que lorsque tu veux pas intégrer, lorsque tu veux te détacher de l'expérience, c'est un petit peu comme s'ils forçaient un petit peu les choses. Alors, tu vois? Et enfin, voilà, écoute, il faut que tu comprennes ça, mais alors que tu comprends rien du tout au départ, quoi. C'est comme on dit, c'est une sorte de rebut, hein. Donc c'est assez lourd aussi, hein, parce que ça se passe, le jour, la nuit, dans ton sommeil, tu arrives pas à dormir parce que tu reçois toujours des informations et donc, voilà. Avec l'expérience, justement des contacts, et lorsque j'ai senti qu'il y avait une volonté aussi quelque part de transmettre des choses. C'est pour ça que je fais à la fois ce travail aussi maintenant avec UAP Investigations, où je collabore avec des scientifiques aussi, donc dans cette volonté de ça, là aussi de transmettre des choses. Ou dans un contact, j'ai demandé, mais alors, une entité, qu'on pourrait, qualifier d'insectoïde, hein, avec, comme une tête de fourmi, tu sais? Et des yeux, mais alors ça fait quand même hérisser des poils sur les bras, rien qu'en parler là, tu vois? J'ai parce que bon, on a quand même une résistance, quelquefois aux insectes. Alors, tu vois? Si nous, c'est l'instinct, on va dire, on a parlé des serpents, des araignées, des insectes et là, c'était quand même, voilà quoi. Mais j'ai senti que l'entité, voulait que je l'observe avec attention. Pour peut-être elle a senti chez moi cette réticence et cette peur et je pense qu'elle voulait que je passe au-delà et j'ai, un moment, comme je me dis: «Bon, ils sont pas forcément, anthropomorphiques ou alors, on va dire zoomorphes, il y a sûrement quelque chose derrière» et j'ai eu le réflexe de dire: «Maintenant, je veux te voir tel que tu es, vraiment» et là, comme tu dis, qui disent dans notre pensée, dans notre conscience, il s'est passé un truc de fou. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai vu une espèce de brouhaha énergétique, quelque chose qui changeait de forme constamment. Un peu comme, tu vois, un plasma, tu vois? Une boule qui était pas forcément une boule, qui changeait de forme constamment et qui passait d'une forme à une autre et cetera et après il a repris, la forme qu'il avait au départ et ça m'a fait comprendre pas mal de choses. C'est-à-dire que forcément ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui est et que, comme on disait, il y a comment dire? Une volonté d'adaptation. Alors pourquoi des insectes? Pourquoi des fourmis? Pourquoi ce genre de choses? Il y a aussi, je pense, un langage. Ils ont un Alors côté familier aussi, tu vois? oui, mais peut-être aussi parce qu'eux fonctionnent un petit peu comme ça. Peut-être qu'ils ont une conscience de groupe ou alors une conscience de ruche. Alors quand on parle de la ruche, on parle des abeilles, hein, d'accord? Donc ils partagent peut-être une même conscience collective et qu'à travers des formes, on va dire, insectoïdes, ils veulent nous faire comprendre qu'ils fonctionnent un petit peu comme ça. Peut-être que chacun a son rôle, tu sais, comme dans la ruche, il y a les ouvrières, il y a, la reine, les comment dire ça? Les soldats, les alors
c'est une hypothèse, hein, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir exactement qui ils sont et ça, c'est aussi ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que malgré toutes ces expériences, malgré ce qu'on peut vivre, on n'a pas forcément de réponse toute faite à ce qui est véritable ce que sont véritablement ces entités et donc moi, je m'éloignerais, beaucoup de tout ce qui est, tu sais, des trucs, galactiques ou alors, les aliens sont là pour nous sauver ou alors pour, nous soumettre ou des trucs comme ça. Parce que, en fait, effectivement, tu as raison. Je pense qu'il faut regarder cet aspect de manière neutre et plutôt scientifique et pas rajouter des croyances en s'imaginant c'est des démons ou c'est des anges ou Oui, c'est des anges intergalactiques ou c'est des anciens dieux ou c'est peut-être qu'à l'époque ils ont été pris pour ça justement, qu'ils ont oui, été sûrement, pris pour oui. des démons, des anges ou des anciens dieux. Effectivement, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils le sont. Oui, C'est peut-être tout simplement des êtres qui vivent qui ont leur propre monde, leur propre perception, leur propre manière d'interagir avec d'autres mondes, avec d'autres êtres. C'est des êtres à part, c'est des êtres, quoi qu'il en soit, il semblerait que ce sont des êtres vivants. Après, il y a des théories qui stipulent qu'ils pourraient être biologiquement robotisés aussi, que ça pourrait être des êtres méta-biologiques. Mais quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose qui les a fabriqués, si c'est le cas. Il y a bien une oui, c'est clair. intelligence, en fait. Donc, Voilà et puis il faut des bras pour fabriquer quelque chose, un objet, il faut enfin, je sais pas comment dire ça, il faut un artisanat, enfin bref, au départ. Comme nous, au départ de l'humanité, on fabriquait des choses. On fabriquait des lances, on fabriquait des arcs, mais bon, tu vois, c'est non, on voilà, il y a il y a le docteur Masters qui disait une chose intéressante. Il disait que effectivement, ce qu'il a notifié sur notre planète, on va dire que l'être le plus intelligent, celui qui a les capacités de création, de créer des objets, des avions, voilà, de faire des process, c'est le type humanoïde. voilà. Donc, il est possible aussi que le type humanoïde en soi ait les facultés et les capacités de pouvoir justement matérialiser des choses, construire des choses, etc. Donc peut-être que le type humanoïde, c'est peut-être aussi une des formes, on va dire, intelligentes qu'on peut retrouver peut-être aussi ailleurs. On peut imaginer que ces êtres, ils ont peut-être que une centaine d'années d'avance sur nous, ou 1000 ans, ou 2000, ou peut-être d'autres encore qui ont peut-être plusieurs milliers d'années, si ce n'est pas des millions d'années. C'est possible Mmh. aussi. Oui, il y a peut-être alors même si c'est pas humanoïde, il y a aussi chez nous cette, enfin cette, capacité à se tenir debout. La verticalité, c'est aussi ce qui nous a permis aussi d'aller voir au-dessus des herbes lorsqu'on était cueilleurs chasseurs, tu vois? Et puis aussi cette, pronation, c'est-à-dire les 2 pouces opposables, le fait de pouvoir prendre des choses. Alors, ce sont peut-être des caractéristiques, oui, qui sont là aussi, liées forcément à une certaine forme d'intelligence. Et on pourrait aussi imaginer que ces caractéristiques-là puissent, se retrouver dans d'autres formes de vie ou tout au moins, voilà, même si elles ne sont pas humanoïdes, qu'on peut les retrouver aussi dans certaines formes de vie. Et ça, c'est aussi important de le dire. Et ce qui est assez remarquable aussi dans cette histoire des UAP, c'est qu'il y a une volonté de leur part de se montrer, parfois, sous différentes formes. Il y a aussi cette volonté d'interagir ou d'influencer la vie d'une personne, parce que quand on pratique, s'ils abductent quelqu'un, ou s'ils se montrent, ou s'ils influencent aussi, parce qu'il y a aussi ça parfois, on croise des êtres humains qui soudainement, ils ont l'air humains, ils nous disent un message, ils nous disent quelque chose qui correspond aux UAP en plus, et qui nous mettent dans un état modifié de conscience juste un temps, à cette espèce d'effet d'os en pleine ville, n'importe où, on va rencontrer donc cette personne qui va soudainement nous dire quelque chose qui va nous impacter et qui va Exactement. modifier peut-être même notre vie et qui, du coup, on va prendre un autre chemin plutôt que celui-là à cause de cette personne. Il y a des personnes comme le docteur Masters aussi qui lui-même a vécu ça, une Mmh. influence à travers un humain, c'était un être humain, mais qui avait soudainement été pris euh, en possession, ou peut-être quelque chose avait pris possession de son cerveau et avait délivré un message à la personne. Ça m'est arrivé aussi de rencontrer Moi aussi, ce bien sûr. chose. C'est Bah, très ouais, bah, comme, étrange. c'est comme l'expérience dont je t'avais parlé avec, ce train, ensuite l'arrêt de bus et cette personne qui est à l'arrêt de bus. Je pense que c'est ça aussi, tu vois? Je pense que oui, ils sont capables aussi d'interfacer certaines personnes
pour nous parler, pour nous lancer des messages. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez ahurissant. Et moi, j'ai vécu aussi ça plusieurs fois, et donc je peux valider ce que tu viens de dire. Oui, voilà quoi. Il Et y a des fois, c'est complètement sidérant. Par exemple, un jour, je décide d'aller, j'habitais Carcassonne. Pendant 8 ans, j'ai vécu la région de l'Aude. Et c'est vrai que je descendais la rue Verdun, je me suis dit, tiens, je vais aller à Monoprix, j'ai une course à faire, et je change d'avis à la dernière minute. Et je me dis, non, je vais plutôt aller à Carrefour, c'est plus près. J'y vais, et là, j'ai une grand-mère blonde aux yeux bleus qui m'attrape le bras, qui me place à un endroit dans la région, en fait, et qui ouais, me dit, ne bouge pas, on peut rentrer en communication parce que tu as changé d'avis à la dernière minute. Alors au début, je me suis dit, j'ai affaire à une une mémé un folle. peu. Mais là, Ouais, comment est-ce qu'elle a su que j'avais changé d'avis à la dernière minute? Et elle me dit qu'elle a été cantinière à l'armée, qu'elle les voyait, qu'ils n'aiment pas les médiums parce que les médiums peuvent les voir. Et quand je lui ai dit, mais vous parlez de qui? Elle me dit, ils ne sont pas humains et ils sont parmi nous. Et donc, elle me sort, j'ai tout noté, c'est vrai qu'elle me sort toute cette... elle m'explique comment les voir en disant qu'il fallait faire un pli, c'est-à-dire au niveau de la nuque, etc. Elle m'a donné plein d'explications. Et puis soudainement, elle me dit, on arrête la communication parce qu'ils arrivent. Et là, je me d'accord. retrouve face à une grand-mère qui redevient tout à fait normale et qui me sort la chicorée et qui me dit, oh, même ça, ils veulent nous l'enlever. Et moi, forcément, voilà, je suis un peu perdue. Je me dis, je sais même plus pourquoi j'étais là pour faire les courses, en fait. Je savais plus ce que je voulais acheter, donc je ressors. Et quand je ressors du magasin, c'est peut-être une coïncidence ou pas, il y a soudainement plein de militaires qui déboulent et qui s'arrêtent devant le Carrefour, puisque je fais demi-tour, je me dis non quand même. Et là, ils déboulent dans le magasin, ils sortent. Alors, soit ils étaient affamés ou il fallait qu'ils se dépêchent d'aller chercher peut-être des sandwichs pour repartir en mission, soit Ouais, c'est venu pour elle. J'en sais rien du tout, je ne le saurais jamais puisque je suis partie. Mais en tous les cas, voilà, c'est des étrangetés parfois qu'on peut rencontrer, surtout que c'était pas la première fois. Parce que il y a eu cette personne, mais beaucoup plus jeune aussi, quand je m'entraînais dans les champs de tir au-dessus de Nice. On était allé dans une pension, la pension Marie-Jo, où la dame, pareil, était venue soudainement dans ma chambre. On était hors saison. C'était une pension, donc il y a plusieurs lits, etc. Donc j'ai choisi un lit, je pose mes affaires, elle arrive, et elle me dit, ils sont parmi nous, les militaires le savent, ils sont là, etc. Puis elle s'en va. Et là, pareil, en plus, j'avais mon ami qui était là avec moi, mon entraîneur, en fait, en arts martiaux, qui était là et qui me disait, attends, mais qu'est-ce qu'elle nous a dit là? C'est quoi? Et quand on va la voir en cuisine, on lui demande, mais pourquoi est-ce que vous avez dit ça? Elle s'en souvenait plus. Alors on s'est dit qu'on a affaire peut-être à une femme dérangée. Sauf oui. qu'il se passe des choses vraiment étranges à cet endroit aussi. Il y a des tas de choses comme ça qui me sont arrivées aussi. Et ce que tu dis est intéressant dans le sens où, alors, ce qui est important aussi, c'est de dire aux gens qui vont nous écouter, qui sont aussi expérienceurs du phénomène, hein. Donc, Mmh. beaucoup de gens ne font pas comme nous, ils ont un peu peur de parler de tout ça. Nous, on désire le faire justement pour eux, pour qu'ils puissent peut-être trouver aussi le courage ou alors prendre l'initiative d'en parler, hein. On sait aussi en France, il y a aussi le CERO, donc je fais un petit peu la promotion à chaque émission, et donc qui est quelque chose qui est unique en France, où il y a des spécialistes, des psychologues certifiés qui sont là pour écouter les gens. Voilà. À ces gens-là, j'aimerais leur dire quelque chose. C'est que en fait, je vais être un petit peu, pas pessimiste, mais je vais être réaliste. Celui qui vit le phénomène, quel que soit le moment dans sa vie, va le vivre toute sa vie. On ne peut pas faire abstraction du phénomène. Donc il faut quelque part pas s'y habituer parce qu'on ne peut jamais vraiment s'y mais il faut faire avec. Et donc, mais ce phénomène-là va quelque part orienter notre vie. C'est-à-dire que même moi, depuis l'enfance, ces expériences-là ont créé quelque part mon parcours, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est parce que tu parles d'arts martiaux, et j'ai remarqué que parmi beaucoup de gens comme nous, il y a beaucoup de gens qui développent ces compétences-là, dans les arts Mmh. martiaux, dans le tir, dans l'art aussi, hein. Alors moi, c'était le piano, la musique, on va dire la création, oui, l'écriture. Mais ça, c'est aussi des invariants qu'on peut aussi remarquer chez les abductés ou chez les contactés. Et donc voilà. Donc lorsqu'on vit le phénomène, il nous suit. Il faut l'avouer, il faut être aussi lucide. Et Et donc il faut aussi faire des choses. et Parce que c'est sinon, toute la
c'est toute la Oui, difficulté parce que quand tu vis ça enfant ou même à l'âge adulte, tu te retrouves seul, en fait, au départ, seul avec ton expérience. Au début, moi, quand j'étais enfant, je pensais que tout le monde vivait ça. Je croyais que c'est normal chez tout le monde, en fait. Puis je me suis aperçue que si j'essayais d'en parler à un copain d'école ou quoi, il me regardait bizarre. Et en fin de compte, tu te sens un petit peu totalement différent et exclu finalement. Puis tu commences à réaliser au fil du temps que ah non, c'est pas tout le monde qui vit ça. Et non, mais alors pourquoi je vis ça? Est-ce que j'ai un problème? Tu vois, oui, est-ce que j'ai un problème psy? Est-ce que peut-être que je suis pas bien formée? Peut-être que j'ai une forme d'autisme? Peut-être que je sais pas, tu vois? Tu te mhm, poses des milliards de questions. Bon, heureusement, moi j'avais mon frère, mais il y en a, ils sont tout seuls parfois, filles ou fils ouais, uniques. c'est clair. Euh, à qui veux-tu parler de ça? Alors, t'en parles à tes parents, ils essaient de te rassurer, mais ils n'ont pas le temps. À l'époque, dans les années 80, 90, ils n'avaient pas forcément le temps, ils bossaient énormément. Donc, et donc, je pense aussi à tous ces gens qui se retrouvent face à ça complètement démunis et vers qui est-ce qu'ils peuvent se tourner? À l'époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais Oui, voilà. avant, c'était super compliqué. Et même encore aujourd'hui, c'est compliqué, même pour quelqu'un qui est cadre, qui a une entreprise, qui a une vie de famille, qui est jusque-là, tout va bien, et puis soudainement, il se retrouve face à ce phénomène. Euh, D'en parler, c'est extrêmement dur parce que ça a été vraiment stigmatisé. Il y a eu... Exactement. Alors moi, je pense à cette fameuse série de documentaires, Les Ailleurs, hein, où on peut voir, des personnes dans ah leur ouais. quotidien qui ont vécu ce genre de choses et ce témoignage, j'utilise son prénom, mais de cet ancien policier qui lui, a été jusque à la limite, du geste, comment dire ça? Irréparable, hein, c'est-à-dire, il a tenté de mettre fin à ses jours. On peut voir que, voilà, après, il y a un certain sérieux aussi à avoir dans ce thème-là, parce que ça peut aussi briser des vies. Il y a des gens qui se remettent jamais. Il y a des gens qui quittent tout, qui n'ont plus de vie sociale, de vie familiale, Donc, qui sont totalement perdus, totalement submergés par l'expérience. Et c'est là aussi où il y a un danger qui est peut-être aussi au-delà de ce qui est vécu. tout à fait. Et d'où l'importance d'organismes comme le CERO. Parce que le Voilà, CERO ne parle pas juste d'abduction ou des cas d'abduction. Il va soutenir les abductés, soutenir ces gens qui se retrouvent seuls avec ces expériences face à une majorité qui ne vit pas ces expériences. Donc, c'est très complexe pour eux et c'est vrai que très souvent, ils ont des gens qui sont parfois au bord de vouloir en finir, en fait, ouais, tout simplement voilà, parce qu'ils exactement, voilà, vivre au exactement. quotidien. Et c'est franchement pas évident et c'est important de le prendre en compte. Et parce qu'il y a aussi des cas de militaires, notamment là, je, je suis rentrée en contact récemment avec une personne de l'US Air Force qui a vécu des cas d'abduction, que ça a été très dur pour lui vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de l'armée en général. Il y a eu une stigmatisation, euh, des moqueries, etc. Et c'est très dur à vivre en fait. C'est très très dur à vivre. Donc heureusement que, en tout cas en France, il y a le CERO, mais il y a aussi un autre organisme dont là j'ai plus le nom, mais qui soutient aussi psychologiquement les abductés. Il y a une psychologue aussi, une amie, Yasmine Rouxel aussi, qui travaille aussi en connexion avec des gens qui ont subi des abductions ou des rencontres approchées. Voilà, c'est indispensable d'avoir ces gens-là. Si Alors moi, il j'avais y a aussi quand j'étais enfant ou quand j'étais ouais, adolescente, ça m'aurait aidé, quoi, en fait. exactement. Alors moi, il y a beaucoup de personnes aussi, de témoins qui me contactent aussi en privé, hein, donc par devoir de confidentialité, je ne vais pas non plus les nommer ou les évoquer. Et il y a, voilà, il y a cette peur aussi de parler parce que bon, pour différentes raisons qu'on pourrait aussi comprendre. Et j'ai eu, Bérangère, qui est, la directrice du CERO il y a 2 jours au téléphone. Alors je lui ai proposé, différentes choses. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle hors antenne parce que bon, elle m'a demandé alors moi je vais lui proposer un projet où je vais mettre en contact peut-être, ces personnes qui ont un petit peu peur de parler avec, des enquêteurs, mais aussi avec le CERO. Essayer de faire le lien entre ces différents acteurs, en fait. Mmh, Et donc, mmh, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Parce que bon,
moi, j'ai aussi envie de pouvoir, participer justement à aider, ces personnes qui sont comme moi, hein, qui ont vécu, des choses qui sont très particulières, très étranges et qui sont très marquantes aussi. Donc voilà, donc C'est vrai, et j'ai pro pour rajouter que c'est vrai que les gens du Cerveau, je les ai rencontrés à l'occasion des 10 ans de l'anniversaire du Cerveau, là, et il y a une humanité, c'est chez ces gens-là. Mais presque, on est triste de les quitter, quoi. Je veux dire, tellement oui, on est bien, tellement c'est des gens qui sont simples, qui ont cette simplicité, cette richesse du cœur, euh, cette, euh, cette humilité et ce côté artistique aussi qui c'est vraiment ils m'ont vraiment dans l'ufologie j'ai croisé plusieurs milieux mais j'ai été touchée particulièrement par les gens du Cerro. C'est vraiment une oui. expérience à vivre honnêtement parce que c'est des gens uniques dans leur Alors moi, j'ai sympathisé avec, maintenant beaucoup d'adhérents, hein, du Mm. CERO, donc avec qui on parle, qu'on s'envoie des messages, ils me racontent un petit peu leur quotidien, ce qu'ils ont vécu. Il y a, derrière tout ça, une telle humanité comme tu dis, donc dans le thème de cette émission, c'était des expériences, avec les contacts non humains, jusqu'à notre devoir d'humanité et d'humilité. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que malgré tout, malgré la difficulté de ces expériences, malgré, leurs particularités, il y a une dimension humaine qui est incroyable. Alors je pense aussi que ce genre d'expérience nous permet aussi de nous connaître en tant qu'humains, en tant que personnes, mais aussi, voilà, et de développer, peut-être une sorte, de compréhension, d'intelligence émotionnelle qui est plus importante et aussi, beaucoup d'humilité. Mais ça, l'humilité, c'est ce qui est indispensable dans ce genre de choses, je pense. C'est la clé de tout, la compréhension de toute façon de ce monde. Si on part du principe qu'on sait tout, alors on n'apprend rien, en fait. Donc, et en plus, face à ce sujet, face à l'inconnu, en fait, ben, comment est-ce qu'on peut se positionner comme étant euh, un expert de ci ou de ça? On peut avoir une expertise ou une méthodologie au niveau des enquêtes ou par rapport à certaines données, mais pour aller jusqu'à dire, affirmer que ces êtres sont ceci, sont cela, qu'ils viennent de là, qu'ils sont voilà. Après là, on rentre effectivement dans une forme égotique Voilà, de faire qu'on sait, et alors qu'au fond, on ne sait rien, on ne sait pas grand-chose sur eux. Et c'est ça. Et c'est parce que même si, en fait, toi comme moi, alors même si on a vécu ce genre de choses, alors on a pris la démarche aussi d'étudier, en fait, de prendre les expériences et puis de les confronter justement à la recherche, à la science pour moi, et donc ça aussi parce que moi, au bout d'un moment, ce que je me suis dit: «Bon, d'accord, tu peux parler de ça à qui tu veux, c'est bien, hein, de témoigner, mais si tu fais pas une démarche vraiment méthodologique, comment dire? Très précise et qu'avec vraiment des éléments peut-être que moi, bon, sur l'aspect de la science, de la physique, des métamatériaux et cetera, c'est voilà, c'est aussi une façon quelque part de confronter un peu l'expérience aussi aux données et c'est ça qui est important, je pense que voilà et les données nous disent que malgré ces expériences un peu incroyables, on a en fait, que très peu de réponses jusqu'à présent. D'où l'intérêt justement de travailler ensemble et c'est c'est là que voilà, voilà. Et la Travailler collaboration, ensemble, on n'arrive à rien tout seul. Il faut une d'accord, collaboration, il faut qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on puisse faire des recoupements, qu'on puisse donner accès aux recherches qui ont été faites, que soit à travers un livre, soit à travers une conférence, soit à travers des données qu'on met à disposition en fait pour les enquêteurs. Et en fait, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est par recoupement, par collaboration. On n'y arrivera pas autrement. Seul, on exactement. n'y arrive pas en fait. On en rend. Alors justement, en collaboration, Sarah, toi, tu as été aussi une cofondatrice de l'Eco-Event à la Sorbonne. Alors l'Eco-Event, ça c'est oui, déroulé à la Sorbonne, ça a réuni des gens quand même qui venaient du monde entier, avec des gens tels que Avi Loeb de Harvard, un ancien sous-secrétaire à la défense, comment il s'appelle déjà? Hélène, Christophe Ouais, le professeur Mellon, d'autres, de scientifiques de renom. une Alors, fois, ça c'est encore une comment? fois, tout ça, c'est de la collaboration au final. Oui. C'est le fait Alors, d'avoir ça se ça se bon, fait pas tout seul, là, je veux dire, ni à 2, ça se fait avec, beaucoup de personnes. Alors, tu pourrais nous parler un petit peu de ça?
il y a eu énormément de personnes qui ont été impliquées. C'est vrai qu'au départ, on était deux. L'entité organisatrice de l'événement, elle est au nom propre de l'un comme l'autre. Et on a tout fait ensemble. On a travaillé donc les textes ensemble, toute la thématique ensemble, la logistique, etc. On a tout travaillé absolument ensemble à 50-50. Et on avait donc sous-traité et puis on avait, comment dire, accordé une licence d'exploitation à l'association de mon ex-partenaire. Mais l'entité organisatrice, c'était lui et moi en nom propre. Et en fait, c'est vrai que on était peut-être deux au départ, mais au final, il y a énormément de personnes qui ont été impliquées. Mon mari, qui avait un réseau quand même assez Oui, réputé au sein de la télévision anglaise et au sein de la radio John. anglaise, qui a permis justement que je puisse entrer en fait en contact avec Avilob, puis ensuite avec Luis Elizondo, parce qu'au départ c'était Luis Elizondo qui devait venir, Je vais venir, mais il oui. n'a pas pu venir pour diverses raisons. Déjà, il était sous enquête puisqu'il s'était un lanceur d'alerte. Il a eu énormément de problèmes via le Pentagone, etc., parce que justement il a pris cette voie. Il y avait donc après, c'est ce qui a permis aussi il y a eu Serge Tinland aussi du projet Phoenix, parce que lui, Oui, en fait, il était en lien avec Avilob, il était aussi en lien avec le projet Galileo. Galileo. Il avait même Oui. participé aussi à une réunion avec une ingénieure du projet Galileo. Et en fait, il y a eu une synergie de personnes, d'amis, qui ont contribué en fait à ce qu'on puisse y arriver, notamment à obtenir les contacts, à créer un réseau de confiance. Parce que le simple fait de dire oui, on fait un événement à la Sorbonne, c'est pas suffisant pour Ah non. obtenir la confiance de quelqu'un comme Christopher Mellon. Il fallait un relationnel et il fallait qu'il voit qu'il y ait des structures quand même réputées derrière et que donc qui nous accorde la confiance. Puis ensuite, il y a eu forcément un relationnel qui s'est mis en place, que ce soit avec Avilob, que ce soit avec lui. Puis Luis Elizondo qui va me donner le contact de Christian Van Heerst, le pilote d'avion, etc. Donc tout ça, c'est une collaboration de plusieurs personnes avec un investisseur aussi, parce que là, on est quand même à la Sorbonne. C'est quand même un gros événement, c'est pas 10 000 ou 15 000 euros d'investissement, c'est beaucoup plus. Oui, Et pour trouver des gens qui veulent bien investir des grosses sommes d'argent, c'est pas évident, surtout dans le milieu ufologique. Donc, ça a contribué évidemment. Le sponsor qui a aussi aidé pour l'agencement du site Internet, c'est un professionnel qui a créé plusieurs sites Internet, c'est un businessman qui a l'habitude, qui nous a énormément conseillé aussi. Il y a eu Isor aussi qui nous a donné le contact de Luc Dini, de Jacques Vallée, qui a permis Jacques. de faire le lien avec Jacques Vallée. Donc, Isor, il y a eu énormément de contributions de gens qui ont aidé pour le livret, pour écrire sur l'histoire de l'ufologie. Il y a eu Serge Tidland, Stéphane Royer, voilà, des amis. Il y a eu Éric Zurcher, c'est lui qui a Eric, aussi, notre ami Eric. oui, Éric, notre ami, qui a aussi suggéré la Sorbonne, justement. Et Ouais. bravo, c'était une très Bah, très bonne idée. d'après Et tous les gens que tu as dit là derrière, là, je vais en recevoir pas mal. Donc, bon, voilà. voilà, il y a eu France, évidemment, France Lasvine, qui a énormément coordonné toutes les réunions, le calendrier, des dates, de tout ce qu'il y avait à faire, etc. Plus, il a aidé sur place, il a aidé en dehors, il a été aussi l'investisseur principal. Donc voilà, sans tous ces gens et sans les équipes qui étaient sur place aussi, les bénévoles, que ce soit du côté de mon ancien partenaire ou de moi-même, elles ont toutes participé et contribué. Il y a plus d'une vingtaine de personnes en fait derrière tout ça. On n'était pas que deux. Donc C'est voilà, donc un bon plan de voilà, justement un bel exemple de collaboration qui met comment dire? En route, enfin qui met en mouvement aussi, les choses et aussi alors j'invite aussi les gens à retrouver, l'interview, de Lou et les Ando qui a été faite par ton mari, je pense, hein. C'est John qui a interviewé Lou. Donc voilà, ouais, qui était bon, c'était quand même, quelque chose d'assez important, le fait de pouvoir aussi, retrouver, Lou, sur, un réseau français, hein. Donc c'était pour, UAP Tchèque. Alors, toi, tu es impliqué aussi dans ce réseau UAP Tchèque que j'aime beaucoup, hein, donc dont le président est Michael Vaillant, je pense, c'est ça? ouais, tout à Voilà. fait. C'est le fondateur. C'est le fondateur et c'est quelqu'un qui a créé une. Bah, il est aussi dans l'optique de la collaboration et de l'entraide et du soutien les uns entre les autres en fait. Voilà. C'est vraiment créer ce réseau
international, puisque les UAP, c'est mondial. Donc, c'est vraiment pour essayer de créer tout un réseau, d'amener les informations, de les comparer, de créer toutes ces collaborations, toute cette entraide, tout ce soutien pour créer le débat et pour essayer de faire avancer sur ce qu'ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils interagissent avec nous et quelles sont leurs intentions en fin de compte. Et donc, il y a énormément de gens de tout domaine qui vont apporter leur soutien et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui est génial. Parce qu'on pourrait penser que tout se passe aux États-Unis vu les actualités, récentes, mais non. Alors on peut dire qu'ici en France, on a énormément de gens qui ont des compétences, très, très avancées dans leur domaine et d'autant plus que maintenant soutenus par, des gens aussi qui ont, comme nous, de l'expérience dans le phénomène et ce qui est aussi très important, je pense et le fait de travailler ensemble, je pense qu'on pourrait aussi quelque part ici en France, créer une structure qui soit vraiment, peut-être, enfin, pas au niveau des États-Unis, mais qui se rapproche, on pourrait dire ça. Et moi, c'est ma volonté, c'est-à-dire de réunir les gens, de partager les données, de les réunir, d'inviter aussi de l'international, hein. Donc moi, j'ai reçu des gens de la Norvège, de l'Italie, donc ça va continuer avec d'autres intervenants internationaux. Et donc ça, c'est oui, je pense que c'est quelque part, quelque chose qui doit se démocratiser ici, en France, afin de pouvoir, faire avancer le phénomène. Ouais, c'est sûr. En France, ce qui se passe, c'est que c'est compliqué puisque il n'y a pas de volonté de divulgation de la part de gens des renseignements ou militaires. Il y en a quelques-uns qui ont pris la parole, mais je pense que c'est pas suffisamment. C'est vrai que le rapport Cometa en 1999 aurait pu avoir un impact beaucoup plus énorme. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment dans la continuité, mais ça reste quand même un des dossiers les plus importants en France. Même Leslie Keane avait été très surprise, justement, puisqu'elle ne comprenait pas qu'il n'y ait pas eu de suite à un tel Oui, rapport. Et donc, c'est désolant. Et puis, ce serait bien, effectivement, qu'il y ait des gens qui osent prendre un petit peu plus la parole. Mais aux États-Unis, c'est vrai ils ont élaboré un projet de divulgation. C'était Tom DeLonge qui était à l'origine au départ oui, qui avait donc proposé un projet de divulgation qui a tout de suite intéressé Chris Mellon, mais aussi d'autres personnes, et puis ensuite ils ont pris le relais, les autres ont pris le relais, ont décidé de le mettre à exécution. Ils se sont donc réunis à plusieurs et ils ont aidé notamment juridiquement aussi au niveau de oui. la loi pour faire en sorte qu'ils puissent divulguer sans finir en prison. Et nous, on n'a pas ce genre d'organisme en France, par exemple, qui puisse Non, non. apporter ce soutien juridique, par exemple, à une personne de renseignement qui voudrait divulguer certaines choses. Mais en même temps, je pense qu'en France, on n'est pas, c'est pas comme aux États-Unis ou c'est pas comme en Chine ou comme en Russie. Là, en France, je pense qu'on a peut-être des résidus, des artefacts, quelques petits matériaux, peut-être métamatériaux ou des substances à analyser, etc. Mais je ne pense pas qu'on est carrément dans une récupération d'objets, Enfin, euh, comme ça peut être le cas aux États-Unis, en Chine ou en Russie, ou peut-être même dans d'autres pays. Et je pense qu'en France, c'est encore différent. On est différent de la culture américaine de toute façon. c'est clair, oui. Du cartésien aussi, hein. Oui, Donc, c'est clair. C'est ce qui est aussi, peut-être un petit peu plus rebelle aussi, hein, ça c'est l'esprit français, hein, c'est l'esprit gaulois aussi. Mais bon, c'est aussi une qualité, je veux dire, être, cartésien, être un petit peu voilà quoi, je pense que c'est aussi une marque de fabrique, la French touch, comme ah, mais je dis souvent. c'est prudent aussi et de pas tout accepter. Là, pour Voilà, l'instant, la divulgation, elle vient que des États-Unis, hein. Il y a personne d'autre qui bouge. Il y a eu un petit mouvement au Canada, mais pour voilà. l'instant, ça vient essentiellement des États-Unis. Donc, c'est sûr que, vu Après l'histoire on américaine, oui, se méfier. oui. Alors alors les gens pourraient qualifier aussi les Français de sceptiques. Non, je pense pas, mais bon, peut-être qu'il y a un intérêt moindre pour le phénomène. Prudent. Mais voilà, alors plus prudent donc voilà, mais après aux États-Unis, il y a toute ce processus de divulgation qui est en route, je pense, mais il y a aussi pas mal de n'importe quoi. À ça vient se greffer des trucs qui sont complètement farfelus, hein. Donc tous les présidents américains étaient des reptiliens, je sais pas quoi, la Confédération galactique, annonce que je sais pas, enfin, c'est des fois quoi, je lis des choses, moi je dis: «Mais c'est fou». Malgré nous, ce qu'on témoigne Et là même actuellement, tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est ça qui est fou, en fait. C'est pas le voilà.
Mais c'est vrai que même dans la divulgation actuelle, il y a des croyances, il y a des prophéties soudainement, avec quelque chose qui va se passer soi-disant en avril 2026, Oui, un témoin donc qui va être soutenu en plus par des agents de renseignement, par des personnes contrôleurs de la NASA, etc. Donc on a aussi maintenant les psionics. Alors c'est vrai que ça a trait à la conscience, mais c'est vrai qu'on constate aussi qu'il y a des institutions qui sont là pour former des psionics, et puis c'est des institutions qui coûtent une fortune. Donc il y a aussi des fois un business aussi qui se met en place derrière. Donc voilà, il y a un peu de tout en fait, et c'est vraiment très compliqué de faire le tri au final dans toutes ces informations. Et c'est pour ça que le français, bah, il est un petit peu, ou l'européen même, parce qu'en Angleterre c'est pareil, hein, ils sont très sceptiques aussi. Ils vont pas non plus prendre tout au pied de la lettre. Donc c'est vrai qu'il faut trier cette information. Et puis en même temps, il faut aussi par contre la diffuser. Voilà ce qui a été dit. Voilà, telle personne de telle renommée, de telle réputation a dit que. Là, c'est vrai qu'on a le documentaire Age of Disclosure qui va oui, normalement sortir, soi-disant, le 14 mars sur Plex, la plateforme Plex. On verra si elle va effectivement sortir. En tout cas, il y a eu la première là, récemment, je crois que c'était dimanche. Et c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire qu'on a 34, plus d'une trentaine d'officiers de haut rang, des gens de renseignement qui vont prendre la parole sur le sujet des EAP et vont témoigner à visage oui, découvert. j'ai découvert, oui. Donc c'est quand même assez énorme. Ça s'est jamais vu jusqu'à présent dans l'histoire. Alors, on a des gens de la NASA, on a des gens des renseignements, de la CIA, je pense, on a des gens des pilotes, on a aussi des scientifiques, on a des politiques, hein, des gens qui sont au Sénat, hein, Tim Burchett, par exemple, qui était présent dans la présentation. Donc, c'est pas rien. Je veux dire que, alors, quelque chose qui va être dit dans ce reportage, hein, je veux dire que déjà le fait qu'on ait 34 personnes comme ça qui décident d'une sorte de À vue synergie. Oui, de donc on parlait parler. de collaboration et donc là, c'est vraiment un exemple flagrant de collaboration, mais à un niveau vraiment, voilà quoi, supérieur. Alors, Voilà quoi. c'est sûr que c'est un petit peu leur notoriété, leur réputation, ce qu'ils sont, leurs fonctions, qui font d'eux qui apportent du poids, on va dire, à la divulgation. Mais malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui demandent des preuves, des preuves. Mais c'est compliqué d'obtenir des preuves quand tu sais qu'elles sont classifiées C'est pour la clair. plupart. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir un jour apporter de véritables de preuves, qu'ils apportent, qu'ils se disent, voilà, à tel endroit, d'ailleurs, il y en a un, c'est Jay Stratton, je crois, qui l'a Oui, déclaré, qu'il a donné l'endroit exact où se trouvait un engin, et que donc, si effectivement, il pouvait amener une équipe de journalistes sur place pour dire, bon, voilà, il est c'est là, ici, c'est là, ouais. c'est ici, c'est là, on le filme, etc. Et encore. Étant donné que ça vient encore une fois des renseignements, on n'est même pas sûr qu'on puisse le croire dans son ensemble. Mais c'est, en tout cas, ça a amené le débat. Le fait qu'ils en parlent en 2017-2019, ça a initié il y a beaucoup eu d'initiatives qui ont découlé de ça. Et ça a vraiment ouvert le débat et ça a permis de pouvoir rouvrir le dossier à plus grande échelle aussi. Et c'est pas plus mal. Dans l'ensemble, c'est pas plus mal. Maintenant, ce qu'il y a derrière, on verra. Hein. Seule On verra l'histoire. bien, oui. Alors ensuite, tu parles de preuves, il y a ce que moi je me souviens d'une parole qui m'a marqué, que je voyais, parfois de Christopher Mellon justement, ancien sous-secrétaire à la défense, qui disait: Qui est «Lorsqu'on sorti. pose lorsqu'on pose une question, il faut s'attendre aussi, il faut être prêt à la réponse». Mm. C'est-à-dire que divulgation, oui, mais alors les gens veulent savoir la vérité sur les ponts, sur les NHI, mais est-ce qu'on est prêt à recevoir, véritablement une réponse, la réponse? Parce que alors je répète, lorsqu'on pose une question, il faut être prêt à la réponse. Alors est-ce qu'on est prêt à cette réponse? C'est ça aussi qu'il faut se demander. Alors, on peut Ah, aussi, parce que nous, on est dans le milieu, dans le système-là, mais on peut aussi très bien comprendre la réaction de personnes qui, eux, sont totalement ignorants du sujet et à un moment, si on leur dit des choses totalement folles, il y a peut-être aussi des conséquences aussi derrière. oui, tout à fait. Mais en même temps, est-ce que qui on est pour pouvoir penser à la place des autres Hein. finalement?
On peut pas décider finalement pour les gens. Si c'est le cas, si les UAP existent, si ces êtres intelligents, ces autres intelligences existent, bah je pense que on a le droit de savoir. En fait. Ça fait partie de notre réalité, au même titre que toute la science qui existe autour de notre environnement et de notre réalité. On y a accès. Pourquoi on n'aurait pas accès à cette connaissance-là? D'autant Ça plus fait qu'il y partie. a oui, d'autant plus qu'il y a de la technologie derrière donc alors ça serait peut-être aussi, si technologie il y a et s'il y a des récupérés, ce serait un peu, comment dire, dommage de la réserver au domaine militaire, alors que ça pourrait peut-être servir à l'humanité tout entière. Là Mais aussi, il y a carrément, une on question. parle Oui, d'énergie propre, là. On pourrait utiliser ces énergies propres pour le bien commun, pour l'humanité. Et c'est là où c'est dommage parce qu'effectivement, il y a des enjeux économiques énormes, des enjeux militaires énormes. Ils veulent garder la mainmise parce que bah, c'est les nouvelles technologies, c'est la poule aux œufs d'or. c'est T'imagines ça. un objet qui contient un alliage extraordinaire de métaux hors normes qui pourrait, grâce à ça, créer ou de futures technologies, les gars, ils ont la main sur quelque chose d'énorme et ils veulent pas le lâcher parce que c'est des milliards et des milliards de dollars. Mais en même temps, ça sert encore une fois pour uniquement des élites militaires ou des élites de complexes militaro-industriels Ouais, ou autres qui se font des fortunes grâce à ces nouvelles technologies et aussi qui créent des armes en fait militaire, alors qu'on pourrait créer des infrastructures, on pourrait créer des tas de choses pour le bien commun. Et c'est dommage, c'est dommage. Et je pense que c'est aussi l'avis, par exemple, de Chris Madden. C'est l'avis oui, des lanceurs d'alerte, de se dire non, on pourrait utiliser ces technologies pour le bien commun. Et c'est voilà. aussi une raison pour lesquelles ils veulent divulguer, d'après ce qu'ils disent. Hein. Donc oui, voilà, donc mais bon, je pense que la divulgation a besoin d'être cadrée, c'est-à-dire qu'il faut, un processus, voilà. On peut pas commencer par des trucs, voilà, tu vois? Il faut un je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais. Divulgation, mais échelonnée, comme mais je pense que Mais c'est ce qui est en train de se faire maintenant. je pense qu'à un moment donné, soit on va faire évoluer, c'est-à-dire que l'Homo sapiens, il doit faire un bond à un moment donné, un bond évolutif, mais dans quel sens? Soit il devient complètement fermé à tout le monde et il devient complètement égotique et ne voit que par sa propre petite personne et essaie de faire de l'argent et profiter des autres sans empathie, sans rien. Soit il fait un bond évolutif vers plus de conscience, et dans ces cas-là, on se retrouve donc peut-être avec un homo quantique, peut-être un homo, tu Homo vois, quanticum. Ouais, voilà. À et, long terme, et, ça. et c'est un choix que l'humanité va devoir Faire, faire. voilà, quoi. Soit on s'autodétruit avec une guerre nucléaire et on se retape on se tape une troisième guerre mondiale, Oui, soit on fait le choix de s'ouvrir à cette conscience et d'avoir plus de maturité, c'est-à-dire la maturité et la responsabilité de la vie, en fait, du vivant, exactement, de l'être vivant. exactement. Et c'est ces deux chemins, et on verra quel choix l'humanité va prendre. Quoi. Exactement. Donc avant, je pense que l'évolution des espèces, elle était un petit peu, on va dire, elle dépendait, un peu de la nature et un peu de ce genre de choses, hein. Donc on subissait l'évolution, mais je pense que l'être humain, comme tu le dis, il arrive à un moment de son histoire où il est le propre biais de sa propre évolution. Alors soit de son évolution ou de son extinction. Donc comme tu le disais, c'est une question de choix. Mais je Mais c'est pense aussi que personnel. Même oui, personnellement, dans ta vie individuelle, tout dépend de tes choix, en fait. Tout dépend. exactement, Si voilà, tu exactement. choisis d'être quelqu'un d'égotique et de prendre cette voie-là et de t'intéresser qu'à toi et de ramener la couverture à toi, eh bien, c'est tes choix. Après, si tu choisis au contraire d'être dans l'entraide et dans l'empathie, et non, ce n'est pas une faiblesse. Parce que souvent, pour ces gens-là, ils Oui, estiment que voilà. c'est une faiblesse et qu'ils prennent avantage de ça. Non, c'est une force, l'empathie. C'est une force, c'est une très grande force même. C'est une très grande force. Oui, voilà. C'est clair et donc mais je pense aussi que justement, l'ouverture à la découverte ou alors l'officialisation d'une autre forme d'intelligence évoluée que celle de l'être humain, ça nous poussera aussi, fondamentalement à une grande humilité, enfin je l'espère et que ça pourrait
peut-être aussi nous faire un petit peu redescendre de notre piédestal pour pouvoir aussi nous regarder tels que nous sommes et aussi quelque part faire cette volonté aussi de communication et aussi de, comment dire ça, de mise en relation, hein. Donc, il y a aussi Et là-dessus pas mal à tout dire. à fait ça, mais le travail commence par soi, déjà individuellement, et de faire le choix de se responsabiliser face à son environnement et face aux autres, et d'avoir cette empathie, cette humilité, cette envie d'aider l'autre aussi, et de le faire pour le bien de la communauté et de mettre les choses pour la collaboration, pour se soutenir les uns les autres. Et qu'on arrête, en fait, d'être toujours dans ce système de dominance, en fait, de dominer, dominant, un mot Exploitation. évolué, quoi, Ouais. hein. Alors c'est ça en fait, c'est ce que tu dis est important dans le sens où, alors il y a de la technologie non humaine, on récupère des choses, et cetera, mais on reste toujours cloisonné dans cette volonté d'exploitation. On veut exploiter la technologie pour en tirer bénéfice, pour, avoir, une force, une arme asymétrique pour dominer, l'autre et ça, je Mmh. pense que tant qu'on ne sera pas sorti de ces biais-là, on ne pourra pas forcément passer à l'étape suivante. C'est pas possible. On est responsable aussi des gens on leur donne ce pouvoir aussi, malheureusement. C'est qu'on accepte, finalement, on vote, hein, on a le pouvoir de vote, on a le pouvoir de choisir les gens. Si les gens qu'on nous propose ben, sont pas convenables, ben, on ne devrait pas voter et attendre qu'il y en ait un qui soit convenable. Ou je ne sais pas, essayer de trouver des solutions un petit peu plus en Exactement. correspondance avec le bien-être et avec ce qu'on souhaite créer. Je pense que la pensée créée, mais la pensée collective aussi. Donc, à un moment Oui, donné, il faut que ce soit la majorité qui l'emporte. Et pour l'instant, la majorité n'est pas la bonne qui l'emporte, en fait. exactement, c'est clair. Et En tout cas, je pense qu'à notre époque, hein, je pense, dans ces semaines qui sont présentes là, les jours qui sont là, l'humanité aurait beaucoup besoin de cette bonne nouvelle, hein, d'une bonne nouvelle. Alors, le fait qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, ça pourrait être cette bonne nouvelle qui nous fait passer à une certaine transition. Alors, au lieu d'avoir des projets de guerre, comme actuellement, où c'est un petit peu troublé, hein, l'actualité, je pense que ça peut aussi nous permettre, pas forcément d'enfoncer le clou, mais de trouver un second souffle qui nous permette, comme tu disais, d'évoluer et d'avoir des projets à long terme. Mmh, tout à fait. Et puis, bon, après, tout dépend l'intention de ces êtres intelligents aussi, parce que Oui, voilà. alors, oui, ça nous ouvre d'autres C'est perceptions, ça nous permet d'évoluer, oui, mais c'est Mars attaque. Ne fuyez pas, nous sommes vos amis. il y a aussi cette possibilité hein, qu'il ne soit pas forcément très sympa. Hein. Je pense qu'il Bon, peut y avoir après, ouais, plusieurs espèces. D'ailleurs, c'est ce qui est dit hein, par rapport aux lanceurs d'alerte. Il y a beaucoup de gens qui ont enquêté justement sur le terrain ou qui ont fait ces études. Il semblerait qu'il y ait plusieurs espèces. oui. Mais Alors que, elles ne s'entendent pas entre elles. D'après Gary Nolan, d'après d'autres, ils disent qu'il y a une théorie selon laquelle, de ce qu'ils ont vu, ils pourraient ne pas s'entendre entre eux non plus. Donc, c'est possible. Ouais, ouais. Ben, en fait, bah, après, tu vois, c'est comme sur Terre, hein, il y a des gens qui sont sympas, d'autres qui sont moins sympas, donc voilà, quoi. Mais tant après, je que pense que, la dualité, elle existe. Que ce soit même en voilà, spiritualité, tu te retrouves face à l'opposé automatiquement. Donc, exactement, l'aversion. Et puis dans c'est l'univers, c'est pareil, hein. Ouais, oui, voilà, quoi, c'est pareil. Et donc, mais bon, après, je pense que si vraiment ils étaient hostiles, on serait plus là, déjà maintenant. Vu le vu le fossé technologique qu'il y a entre nous, je pense qu'on serait déjà, rayés de la carte. Mais bon, voilà. Puis, il y a d'autres façons d'être invasif aussi. Hein. Ils Oui, peuvent très aussi, bien oui, être hein. invasifs d'une autre manière ou du cultiver aussi, parce qu'il y a aussi cette idée d'avoir créé une planète avec autant de diversification possible afin de pouvoir quelque part cultiver l'être humain Un pour zoo, tout le zoo cosmique. on Ah n'en sait voilà. rien. Oh ouais, s'il faut, Peut-être on est peut-être un jour, ils vont venir avec les tu sais, ils vont nous jeter des cacahuètes. Je sais bah, c'est pas. peut-être ce qu'ils font en nous jetant des miettes de temps en temps pour nous faire comprendre des Ouais, choses, c'est tu vois. ça quoi, voilà quoi, des petits morceaux de trucs, des petits machins, Parce que ouais. quand même là, c'est vrai qu'on a parlé de toutes ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a un aspect aussi qui est assez négatif, enfin négatif entre soi. Bah, les mutilations animales, c'est quand même flippant quand tu vois l'état de l'animal, quand tu vois ce qu'il en reste.
Et puis des cas comme Colares, etc. aussi. Donc voilà, il y a plusieurs cas qui sont quand même assez terrifiants aussi. Donc on ne sait pas forcément à qui on a affaire dans son ensemble. Il peut y avoir autant la dualité chez eux qu'elle existe chez nous finalement. Exactement, donc il faut pas projeter je pense qu'il faut projeter quelque part aussi nos fantasmes sur ces entités. Alors, à la fois, ni nos véritablement nos peurs, mais pas forcément nos fantasmes aussi. Alors on n'est pas forcément face à des êtres qui viennent nous sauver et qui vont nous emmener dans leur grand verseau étincelant pour, nous sauver de la catastrophe qui nous attend. Non, ça, c'est des biais cognitifs. Ouais, je pense que ça, ouais, effectivement, je pense qu'il faut regarder les faits et essayer voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que telle personne a vécu, voilà ce qu'il en ressort. On essaie de reconstituer le puzzle tant bien que mal pour essayer d'avoir approximativement une vue d'ensemble. Mais voilà, c'est compliqué de savoir qui fait quoi. Déjà entre nous, Voilà, notamment. on a, on a affaire à des gens qui sont pas sympas, mais qu'on voyait pas au début. Et puis, en fin de compte, on s'est fait avoir. Et puis, déjà, entre nous, c'est comme ça. Donc, alors, encore plus Voilà, compliqué quoi. d'avoir affaire à des entités qui, s'il faut, ne s'entendent même pas entre elles non plus. Donc, je Il pense y avait que on n'a comment il pas s'appelait, David Grosh, à un moment, il a dit un truc qui moi, il m'a fait un petit peu tiquer et lorsqu'on lui posait la question sur les intentions des NHI, il disait: «Ils sont au mieux indifférents». Au mieux indifférents. au mieux Voilà, indifférents, ouais, mais clairement. ouais, Mais il vaudrait peut-être mieux qu'ils soient indifférents, justement. ouais, 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 oui, peut-être, voilà, oui. Il y avait Stephen Hawking qui disait: «Oh, il faudrait peut-être pas trop les contacter». Enfin, maintenant, je pense que c'est un peu raté, mais bon, voilà, quoi, tu vois? Ouais, je pense Mais qu'il bon. y en a beaucoup qui disent qu'ils sont là depuis très longtemps. Oui, Ils interagissent très voilà. longtemps. Alors, c'est qu'une hypothèse, alors c'est pas une réponse, Non, mais moi je pense qu'effectivement ces entités, sont là depuis très, très, très longtemps et peut-être même avant que nous, on soit tels qu'on est, les Homo sapiens. Je pense que oui, effectivement, qu'ils sont là depuis très, très, très longtemps et bah, donc quand on voit ne voilà. serait-ce que l'histoire, c'est vrai que quand on regarde l'archéologie, que ce soit l'Égypte, que ce soit Puba Punko, etc., toutes ces Oui, structures qui sont quand même assez étonnantes, on sort pas de l'âge de pierre pour fonder non, pour créer des édifices pareils. c'est clair, Donc, les anachronismes, comment dire? Archéologiques dont parlait Michael Masters aussi, je pense, dans oui, l'étude qu'il a sortie qui était très intéressante, hein. L'hypothèse de crypto-humaine, ça c'était oui, c'est une hypothèse aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. et, ouais, et puis il y a aussi la thèse du futur, qui viennent éventuellement du futur aussi. Il y a Ce qui la est thèse. possible aussi. Oui, oui, Ça peut être des peut-être. humains du futur qui se sont modifiés génétiquement, qui ont une autre apparence, de par des guerres nucléaires éventuellement, qui sont devenus herbes, qui se sont développés différemment. Ça peut être une part évolutive de l'humanité qui revient en fait pour essayer de prévenir, d'où l'intérêt qu'ils ont peut-être Comme le nucléaire, pour le le nucléaire. nucléaire, Mais bon, encore une fois, ça reste que des hypothèses, on n'a aucune preuve de ça. exactement. Ou c'est peut-être, tout ça en même temps. Là aussi, on peut dire aussi, c'est peut-être tout ça en même temps. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, hein. OK, bon, Alors voilà. attends, toi, Après, toi, t'es toi, du tu qui? futur. Ok. OK, Toi, bon, t'es bon, voilà. interdimensionnel, ok. C'est Clarifions les choses, hein, les enfants. Mais bon, d'accord. Heu, bon, ce qui est important aussi, voilà, derrière l'humilité, ce qui est important aussi, comme maintenant, c'est aussi l'humour. Faut pas non plus se prendre vraiment au sérieux et ça, c'est important aussi, tu pas vois? se prendre au sérieux dans tout ça puisqu'on n'a pas les réponses. Hein, bon. Exactement. Voilà. Et D'où l'humilité, voilà, d'où l'humilité, le fait de travailler ensemble, aussi de parfois de déconner, ça c'est c'est important, hein. Alors, comme, c'est un sujet passionnant, c'est de l'extraordinaire aussi. C'est c'est clair. extraordinaire dans le sens où ça sort de notre ordinaire, clairement. Mmh. Donc, c'est des fois, on nage en pleine science-fiction hein, quand on lit les témoignages. Quand Ouais, même ouais, ouais. les témoignages aussi de Éric Zurcher, par exemple, c'est ceux qu'il a compilés, etc. C'est de l'ordre du fantastique, hein, clairement. Et C'est donc, clair, c'est passionnant, c'est ouais. Et c'est sûr. c'est intéressant d'en rire aussi. C'est vrai que nous, quand on fait des expériences de terrain, il nous arrive des trucs, des fois, hallucinants, quoi. C'est Ouais, qui sur le coup voilà, après sur le coup, bon, sur le coup, tu es totalement flippé, des fois terrorisé, mais après quand tu y repenses,
Quelquefois, tu rigoles, tu fais, mais c'est fou ça. Et tu peux en rire parfois. Voilà, Tu voilà. peux, bah oui, parce que des fois, tu as des réactions aussi. Je pense que aussi, ces êtres, ils doivent être surpris aussi parfois par nos propres réactions, quoi. Quand on a des réactions Oui, de peur, peut-être c'est pour ça qu'ils nous paralysent d'ailleurs, parce qu'ils ont justement, ils anticipent ce qu'on risque de faire. c'est clair. Il va nous faire du mal, lui. Ou alors, ils risquent de tomber dans une falaise parce qu'il court, il peut se blesser, etc. Donc, il y a peut-être aussi de ça, hein. Exactement. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir, Sarah, et puis une super émission, alors d'1 h 30. Je Merci. pense qu'on a parlé de tas de choses qui vont parler aussi à beaucoup de gens. Mhm. C'était à la fois sympa. Donc, ça sera bientôt disponible. Là, je vais faire le montage derrière pour rendre ça disponible le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, on est le 12 mars 2025, anniversaire de mon papa. Alors, un petit message, voilà, bon anniversaire, papa, je t'aime et merci de soutenir mes travaux. Parce que lui aussi a été témoin de Pan à Nogent-sur-Seine en 2000, où un énorme vaisseau a survolé sa voiture avec mon oncle. Ils étaient trois, en fait. Et il y avait mon oncle, la femme de mon oncle et mon père. Et donc, ils ont été survolés par un énorme engin aussi. Donc, mon père sait ce que je fais, connaît mes expériences et lui aussi est comment dire, a expérimenté le phénomène. Et donc voilà, donc papa, si tu m'écoutes, enfin sûrement parce qu'il suit un petit peu les émissions que je fais, bon anniversaire à toi et profite bien. Voilà, Joyeux anniversaire à ton papa. voilà. Ok, merci. Bon, Sarah, on va s'arrêter là. Et puis écoute, moi je te remercie beaucoup. On se retrouve bientôt hein, alors, on a des projets peut-être communs, et puis voilà quoi, sur la chaîne. Alors, nous, on est en contact parce que Sarah, il faut, voilà, pour terminer, c'est ma mine d'informations. Alors, j'ai pas forcément besoin de fouiller beaucoup dans l'actualité aux États-Unis ou alors à l'étranger parce que c'est Sarah, c'est ma source d'information. C'est mon informatrice, on va dire. Mais j'adore faire ça en fait, j'informe plein de Oui, monde, tu sais. J'aime bien je sais. donner des informations, Ouais. j'adore. Des fois, je fais des recoupements, je me dis, purée, mais c'est pas Oui. possible. Alors lui, il dit ça, mais ça va avec ça, et c'est dingue. Et voilà. Alors, à savoir que Sarah Passion. aussi, donc, elle sort un livre là bientôt qui va sortir le mois prochain avec Daniel Robin, mais au-delà de ça, elle est déjà sur le volume 2. Donc, Sarah, c'est aussi une bosseuse. Donc, voilà quoi. Et En tout Daniel cas, aussi. oui, Daniel, Daniel. d'ailleurs, Ah, c'est Daniel, c'est le livre de Daniel auquel j'ai participé parce qu'il me l'a demandé. Mais oui, il y a un tome 2, mais on bosse tous les deux. Mais lui, il bosse énormément. Tu as vu tous les livres aussi qu'il a déjà écrits. oui, oui. J'en Donc, suis pas là encore. d'ailleurs, Daniel, je vais d'ailleurs le recevoir dans une autre émission sur les mutilations animales, parce que c'est un thème dont on ne parle pas forcément ici, forcément beaucoup en France. D'ailleurs, hier, il y a eu, il y en a été question dans le live de notre ami Yann Alexander de UAP Afrique, qui a reçu José Bouillon. Alors, José Bouillon aussi, la dark ufologie, donc que je vais recevoir aussi bientôt pour la chaîne. Donc, on parlait de mutilation animale. Et en France, il y a eu des cas de mutilation animale. Dans, Donc, dans le, comme le. dans le Oui. Vernet, il y a eu un cas. Et en plus, le pire, c'est que les militaires ont indemnisé le fermier. Donc, ils savaient quelque chose. Ah, d'accord, ok, ok. C'est à creuser, ça, je pense. Hein. Ouais. Ouais. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous que le meilleur, hein, et surtout la paix. Ça, c'est ce qu'il faudrait actuellement, ça serait ça, en fait, la paix, quoi. Et aussi, voilà, quoi. Donc, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions. Et puis, merci beaucoup encore, Sarah, et à bientôt. À bientôt. Merci à toi. Merci tout le monde. Au revoir. Merci, Sarah. Au revoir.